Bonjour à tout le monde. Je me présente, je suis responsable de l'unité de neuroradiologie interventionnelle ici à HEG. Et dans cette présentation flash, je vais essayer de vous parler de nouveautés en termes de traitement de l'AVC ischémique. Évidemment, quand on parle de traitement en AVC ischémique, dans ces cas de figure, on parle d'occlusion de grosses artères de la circulation intérieure due à la présence de gros caillots. J'ai un disclosure, en fait, je suis investigateur principal dans des trials qui étudient le traitement des références pour ce type de pathologie. C'est la seule chose, je dirais, qui est en relation avec cette présentation. Aujourd'hui, on a deux méthodes pour traiter l'AVC ischémique. Il y a l'occlusion d'une grosse artère, c'est la fibrinolyse intra-artérieuse, donc le fameux Actilyse, et puis on a le traitement endovasculaire. L'actilyse, qui était le traitement IV, a été le traitement de référence jusqu'à 2015 et a évidemment des limites, notamment il n'est pas très efficace en présence d'un gros caillot. Et un gros caillot, évidemment, c'est l'ennemi principal parce qu'il bouche une grosse artère et donc en conséquence de ça, le déficit clinique, ça sera également sévère. Depuis les années 90, il y a eu plein de techniques endovasculaires qui ont été essayées, mais qui n'étaient jamais efficaces, jusqu'à quand, en 2009, par hasard, en fait, il sort un stent qui s'appelle stent retriever, qui était inventé pour autre chose, mais qui finalement n'était pas efficace pour le traitement pour lequel il a été inventé, mais était très efficace pour retirer les caillots. Typiquement, on a une procédure, pour vous montrer effectivement une vidéo, qui montre comment ça marche la thrombectomie mécanique. Ici, on a une artère cérébrale avec un cathéter qui est posé au niveau de la carotide dentaire et un caillot au niveau de la cérébrale moyenne. On passe le microguide, puis sous le microguide, on monte un microcathéter. Et une fois qu'on est passé au-delà du caillot, on retire le microcathéter. Et à la place du microguide, on pousse ce fameux stent qui a la caractéristique, une fois qu'il était largué, il pénètre le caillot, mais il reste encore attaché au poussoir. Et du coup, l'opérateur peut encore retirer le stent. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il retire le stent. On peut même arrêter le flux pour éviter des emboles. Et le caillot, il reste bloqué dans les mailles du stent, donc il permet d'être retiré. Ce traitement-là est devenu, comme je disais, la référence depuis 2015, suite à des études cliniques, évidemment, qui sont montrées la supériorité des traitements combinés, on appelle ça. Donc, évidemment, on ne pouvait pas randomiser thrombectomie seule versus fibrinolyse, mais on était obligé de randomiser fibrinolyse versus thrombectomie et fibrinolyse. Et dans cette méta-analyse qui met ensemble les 5 papiers qui sont sortis à l'époque, donc en 2015 sur New England, on voit qu'il a une outcome favorable pour les patients qui sont bénéficiés du traitement combiné. Et pour l'outcome favorable, on entend une évolution clinique à 3 mois, avec un ranking score, c'est un ranking qui évalue l'autonomie en fait, du patient à 3 mois. Et pour résumer, on avait 80% des patients, on avait obtenu la recanalisation de l'artère, et la moitié des patients, donc 50%, à 3 mois, revenaient à son activité du quotidien, donc au travail, c'est travailler. Dans cette diapo, on a un peu l'historique de la thrombectomie. Donc en 2015, les études qui sont montrées cette supériorité par rapport à la fibrinolyse seule. En 2018, on a eu une évolution ultérieure qui a ouvert la fenêtre. Avant, on peut traiter jusqu'à 6 heures. Aujourd'hui, on traite jusqu'à 24 heures dans des cas sélectionnés. Et puis maintenant, depuis 2020, on a des études qui commencent à sortir, que c'est en fait le sujet d'aujourd'hui. On se pose la question, est-ce qu'on a vraiment encore besoin de la fibrinolyse ou pas? Il y a 2 écoles de pensée. Il y a une qui dit la fibrinolyse, il ne faut pas la faire parce qu'il va fragmenter le caillot. Et puis, quand on va faire la thrombectomie, mais en fait, le caillot va se fragmenter. Du coup, la thrombectomie est moins efficace. Il y a une autre école qui dit non, on fait la fibrinolyse parce que déjà, on n'est pas sûr qu'il arrive dans le temps utile à avoir la thrombectomie. Donc, déjà, on a une première chance d'enlever les caillots. Et deuxièmement, ça fragilise les caillots. Donc, quand on fait la thrombectomie, on sera plus efficace. On a donc une première étude qui est sortie en mai 2020. C'est une étude chinoise qui a randomisé ces 2
bras, donc un bras des patients qui avaient la thrombectomie seule, l'autre bras des patients qui avaient les deux. Évidemment, le premier endpoint, c'était une non-infériorité. On voulait juste voir si le bras combiné était non inférieur, la thrombectomie seule était non inférieure au bras combiné. Et évidemment, on prenait l'outcome clinique comme endpoint. Et cette étude-là, effectivement, a démontré qu'il n'y a aucune différence. Et du coup, on peut éviter de s'administrer la fibrinolyse. Évidemment, cette étude-là, elle a des limites. La première limite, le principal, c'est que ce que deux patients chinois, et donc des patients asiatiques, qui sont par définition un pourcentage de pathologie athérosclérotique de centre crânien plus élevé par rapport à la population occidentale, même si dans cette étude-là, il y a eu juste un 7% de patients pour lesquels était reconnue une pathologie thérotomasie, qui est un pourcentage assez commun même dans notre population. Maintenant, il y a une autre étude japonaise, cette fois-là, donc toujours asiatique, qui a essayé de répondre à la même question, mais que, autre qu'avoir une population asiatique, il a aussi une deuxième limite, c'est que la dose de fibrinolytique administrée, il est un peu plus faible par rapport à la dose standard, qui est de 0,9 mg/kg. Ça, c'est de partout, même l'étude chinoise, il avait utilisé ce dosage-là. Eux, ils sont utilisés 0,6 mg pour des raisons, évidemment, de régulatory de leur pays. Et eux, ils sont par contre faillis à démontrer une non-infériorité. C'était juste un jeu statistique qui fait que ça ne sort pas, même s'il a évidemment une tendance. Une troisième étude chinoise qui a le même objectif, à l'inverse, était interrompue puisque à l'analyse intermédiaire, la première analyse intermédiaire, en fait, c'est sorti fort que, en tout cas statistiquement sorti que la thrombectomie seule, elle était au moins également efficace par rapport à la thrombectomie plus fibrinolyse. Et encore une méta-analyse qui met ensemble l'étude chinoise et l'étude japonaise et ajuste évidemment la marge de manœuvre d'un point de vue statistique. Et il trouve qu'effectivement, la thrombectomie est encore efficace par rapport seule, elle est encore efficace par rapport à la thrombectomie plus la fibrinolyse. Encore une fois, c'est des études quand même asiatiques qui ne sont pas forcément prises en compte en Europe pour les raisons qu'on a dit. Et il y a deux études qui sont en cours en Europe, un qui s'appelle Mr. Clean No IV. Mr. Clean, c'était la première étude qui en 2015 avait montré la supériorité de la thrombectomie associée à la fibrinolyse. Et puis le même groupe, c'est en fait tous les hôpitaux qui font la thrombectomie aux Pays-Bas, ils ont évalué cette deuxième partie, donc est-ce qu'on peut enlever la fibrinolyse. Mais même là, pour un jeu, on va dire statistique, ils n'arrivent pas à démontrer la non-infériorité et non plus la supériorité, parce qu'eux, ils ont mis comme un premier endpoint la supériorité de la thrombectomie seule, mais ça ne sort pas. Et le deuxième endpoint, c'était la non-infériorité, et ça ne sort pas non plus. Et en plus de ça, ils se sont trouvés que, à différence de ce que vous pouvez imaginer, il n'y a pas de différence en termes d'hémorragie chez les patients qui sont reçus la fibrinolyse et des patients qui ne sont pas reçus la fibrinolyse. Donc ça reste vraiment un point d'interrogation très grand. L'étude en cours, de laquelle j'ai annoncé être investigateur principal ici à HUG, c'est une étude suisse. En fait, le centre c'est Berne, mais qui est quand même international, multicentrique, qui vise à inclure 400 patients. Et que pareil, en fait, le design il est assez similaire de partout. Il randomise dans un bras thrombectomie plus lisse, dans l'autre bras thrombectomie. Le design il est assez similaire par rapport aux autres. Il change évidemment le côté statistique et on attend cette étude pour décider notre prise en charge aussi à HUG, en sachant qu'à l'heure actuelle, on traite tout patient pour lequel on n'a pas de contre-indication à la lyse et qui présente un gros caillot de la circulation antérieure. Entre 0 et 4h30, on fait les deux. Entre 4h30 et 24 heures, en fonction de certains paramètres, notamment d'évaluer un scanner de perfusion à l'IRM, on traite jusqu'à 24 heures par thrombectomie. Et ça, c'est pour le moment notre prise en charge. On ne sait pas en fait s'il a une vraie utilité ou pas pour la lyse, mais tant que ce n'est pas évident, on continue quand même à l'utiliser, on préfère quand même l'utiliser. Et évidemment, nous attendons le résultat de l'étude suisse pour avoir plus d'informations et pour changer notre attitude de prise en charge. Merci.